Voyons dans cette deuxième partie le grand 2, réchauffement climatique actuel. Il existe encore bien d'autres indicateurs de l'évolution du climat sur des périodes plus récentes. Si on observe ici l'évolution des écarts à la température moyenne, on constate une succession de périodes chaudes et de périodes froides depuis plus de 500 000 ans. Il faut rappeler que l'écart à la température moyenne est l'écart entre la température mesurée en un lieu donné par rapport à la température moyenne relevée sur un grand nombre d'années. La température de référence est la moyenne des températures terrestres observées en 1950. Si on s'intéresse maintenant aux 2 derniers milliers d'années, on constate un rapide réchauffement du climat. Voyons alors des indicateurs de ce réchauffement actuel. Sur ce graphique, on constate que depuis 60 ans, la date des vendanges a été avancée d'une vingtaine de jours. Cela signifie que les raisins atteignent leur maturité beaucoup plus tôt, ce qui rend compte d'un réchauffement climatique rapide. Si on analyse ce graphique, montrant l'évolution des anomalies de température depuis 1850, on constate qu'avant 1950, les anomalies de température sont globalement négatives, ce qui signifie que les moyennes de température sont en dessous de la température moyenne pour la période de 1960 à 1990. Par contre, à partir de 1960, les anomalies de température basculent dans le positif, ce qui signifie que les moyennes de température mesurées sont supérieures à la moyenne pour la période de 1960 à 1990. La température a donc fortement augmenté à partir de 1960, ce qui indique encore un réchauffement climatique significatif. Si on analyse en parallèle l'évolution des concentrations en gaz à effet de serre atmosphérique pour la même période, on observe une légère augmentation entre 1850 et 1950. Par contre, à partir de 1950 et la révolution industrielle, ces concentrations augmentent de manière exponentielle, c'est-à-dire fortement et rapidement. L'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère induit une augmentation de l'effet de serre à l'origine du réchauffement rapide du climat. On parle de forçage radiatif. Voyons donc dans un grand 3 le forçage radiatif et ses rétroactions. Pour rappel, la partie du rayonnement solaire non diffusée vers l'espace est absorbée par les gaz à effet de serre ou transmise vers la surface de la Terre qui l'absorbe également et se réchauffe. La Terre émet alors un rayonnement infrarouge. Une partie de ce rayonnement infrarouge repart vers l'espace, mais le reste est absorbé par les gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère. Cette couche de gaz à effet de serre émet à nouveau des infrarouges vers l'espace, mais une autre partie est à nouveau renvoyée vers la surface de la Terre, qui se réchauffe encore. C'est l'effet de serre. L'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère provoque un effet de serre additionnel, modifiant le bilan radiatif terrestre. En effet, celui-ci va gagner plus d'énergie qu'il n'en perd, ce qui produit un réchauffement général du climat. Depuis 1750, les activités humaines ne cessent d'émettre différents types de gaz à effet de serre dont la concentration dans l'atmosphère ne cesse d'augmenter, ce qui entraîne un forçage radiatif de l'effet de serre. Cela a pour conséquence une augmentation de la température de 0,6 degrés depuis un siècle. Cependant, le système climatique est complexe et dynamique. Il existe des interactions entre les différentes composantes de ce système. Par exemple, on va trouver des transferts thermiques comme l'évaporation de l'eau de l'hydrosphère vers l'atmosphère ou l'évapotranspiration des végétaux vers l'atmosphère encore. On trouve également des échanges de gaz comme le rejet de CO2 par les végétaux et la dissolution du CO2 atmosphérique par les océans. Ou encore une autre interaction qu'on appelle l'albédo, qui absorbe ou réfléchit
le rayonnement solaire en fonction de la surface terrestre. Ces interactions vont être modifiées par le forçage radiatif, accentuant ou limitant le réchauffement global du climat. On parle de rétroaction. Voyons dans un grand A les effets amplificateurs. Le réchauffement climatique entraîne la fonte des glaces. On voit ici l'importante diminution de la surface de la banquise au pôle Nord. Il faut alors rappeler la différence entre banquise et calotte glaciaire. La banquise est comme un gros glaçon qui flotte sur l'eau. C'est le cas au pôle Nord. Par contre, au pôle Sud, la glace est posée sur un continent. On parle de calotte glaciaire. La fonte de cette glace ne va pas avoir les mêmes conséquences sur la planète. La banquise se comporte donc comme un gros glaçon qui flotte sur l'eau. Au début de l'expérience, le volume total est de 250 ml d'eau. À la fin de l'expérience, le glaçon a fondu et le volume total est encore de 250 ml d'eau. La fonte de la banquise n'a donc pas d'effet sur la montée du niveau des océans. Par contre, en ce qui concerne la calotte glaciaire, c'est différent. Dans cette expérience, on met un échantillon de roche dans une burette avec un volume d'eau à 180 ml. Un morceau de roche émerge pour simuler ce qui se passe au niveau du Nil. À la fin de l'expérience, le glaçon n'a pas totalement fondu et pourtant le niveau de l'eau est passé à 240 ml. On constate alors que la fonte de la calotte glaciaire et des glaciers en général est responsable de la montée du niveau des océans, entraînant la disparition de nombreuses îles à l'avenir et faisant de leur population des réfugiés climatiques. La fonte des glaces dans l'océan participe également à la modification de la circulation océanique générale. En effet, la fonte des glaces entraîne une diminution de la salinité de l'eau et donc un changement de sa densité, perturbant les courants océaniques. Or, ces derniers jouent un rôle important dans la régulation du climat en s'associant aux courants atmosphériques. Nous avons vu tout à l'heure que la fonte de la banquise n'avait pas d'incidence sur la montée du niveau des océans. Mais nous savons que les étendues de neige et de glace réfléchissent considérablement les rayons du soleil. Leur albédo varie autour de 0,85. Lorsque la surface de la neige et de la glace diminue, alors les surfaces libérées sont plus sombres et vont avoir tendance à absorber le rayonnement solaire, contribuant à leur réchauffement. On parle de rétroaction positive. Voyons maintenant dans un grand B les effets modérateurs. Dans ce diagramme, on constate que l'océan a une énorme capacité de stockage de l'énergie thermique. Il a donc un effet modérateur sur la température moyenne de la planète. Cependant, ce stockage rend le réchauffement climatique irréversible et le réchauffement de la température de l'eau va bouleverser les écosystèmes marins. Nous savons également que grâce à la photosynthèse, les végétaux captent le CO2 atmosphérique. On considère donc les forêts comme des puits de carbone. Des opérations de reforestation et de végétalisation des zones urbaines visent à limiter le réchauffement climatique. En effet, cela permet, au moins à court terme, de limiter l'augmentation de la concentration en CO2 atmosphérique. Et par ailleurs, l'évapotranspiration foliaire des arbres permet localement d'abaisser la température de l'air. D'autres conséquences du réchauffement climatique global vont avoir des rétroactions sur le climat général, comme la fonte du pergélisol ou la dilatation des océans. Vous les étudierez en classe lors de notre activité.